Vendredi 10 mai de l'an 2024, merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ESAE TV, tout de suite le sommaire. Les autorités béninoises ont décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien depuis la station terminale du pipeline Bénin-Niger à Sémékodji. Une décision qui a suscité diverses réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Vous suivrez en début de cette édition le chef de l'État, Patrice Talon, qui donne des clarifications sur cette mesure. Des conseillers communaux ont déposé ce vendredi 10 mai 2024 une lettre à la mairesse de Kandji pour exiger la convocation d'une session de vote de défiance. Au total, 18 conseillers sur 28 veulent destituer l'édile de cette commune. On en parle dans ce journal. Hors de nos frontières au Tchad, le président de la transition Mahamat Idriss Déby Itno a été annoncé vainqueur du scrutin dès le premier tour dans la soirée de ce jeudi 9 mai 2024. Un résultat que conteste le Premier ministre et ses alliés. Des précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. On démarre ce journal par la décision du gouvernement béninois qui a fait couler moult réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Il s'agit bien évidemment du blocage de l'embarquement du pétrole nigérien depuis la station terminale du pipeline Bénin-Niger à Sémékodji. Le président Patrice Talon a évoqué les raisons de cette mesure. C'est à travers une déclaration faite au Palais de la Marina ce mercredi. Suivons ensemble. La situation qui prévaut actuellement entre le Niger et le Bénin, principalement entre les autorités nigériennes et les autorités béninoises, quelque chose qui est malheureux et qui, moi, me peine à la fois. Le Bénin est un pays ami et frère du Niger. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémé, où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici, et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, des autorités nigériennes, à un plus haut niveau, viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à Sémé pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas
des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient 3 pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit, ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. On reste toujours avec le chef de l'État, Patrice Talon, qui évoque cette fois-ci la principale raison de l'augmentation des denrées alimentaires. Pour lui, cette augmentation est en lien avec l'exportation des céréales vers le Niger. On le suit encore à nouveau. Il y a quelque temps, nous avons même permis que les produits agricoles du Bénin aillent au Niger parce qu'il y a une pénurie de denrées, de céréales. Le Bénin est un pays qui est devenu exportateur de céréales, de produits agricoles. Et tout le monde a pu voir et observer que bien que les frontières soient fermées, le Bénin permet que les biens de consommation, notamment les denrées agricoles, aillent au Niger. Mais arrivé au pont qui a su le fleuve Niger, à Malanville, qui est le passage formel entre le Bénin et le Niger, la frontière est ouverte du côté Bénin, mais du côté Niger, c'est fermé. Alors, le bord du fleuve est devenu le champ de trafic d'échange de biens et des grosses barques chargent les biens à partir du Bénin, les denrées, le mil, le sorgho, le maïs, le riz, pour traverser la frontière. Donc, il s'est établi un environnement d'échange informel, de trafic. Et toute chose contribuant à désorganiser l'administration béninoise et à générer un dysfonctionnement des services publics parce que ce n'est pas la voie normale d'échange. Mais nous avons fermé les yeux là-dessus parce que cela sert nos frères et sœurs du Niger qui ont besoin de denrées, qui ont besoin de céréales.
Et il est malheureux de constater que cette solidarité que nous exprimons à l'égard de nos frères et sœurs du Niger a quand même créé un certain renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs, du mil, du sorgho et consorts. Et nos compatriotes ont commencé même d'ailleurs à crier un peu, même à manifester. Nous payons un coût lourd au plan économique, au plan social, mais au plan politique. Il y a eu des marches au Bénin contre le renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs. Et l'exportation vers les pays voisins, notamment le Niger, est la seule cause, l'unique cause. C'est des quantités massives qui partent vers ces pays-là pour nourrir leur population au détriment du pouvoir d'achat des Béninois. Le Lions Club District 403 A4 a tenu sa 43e convention du district multiple lors du 6e congrès. C'était le jeudi 2 mai dernier à Lomé au Togo. Lors de la cérémonie, Marcel Dona Frédéric Sagboran a été élu nouveau gouverneur pour diriger le district pour le compte du mandat 2024-2025. Reportage signé Nansérine Fatoumbi. Les amis Lions du district 403 A4 ont renouvelé les instances dirigeantes de leur association lors de la 43e convention congrès district multiple du 6e congrès Coco Lomé tenu le vendredi 3 mai 2024. Au terme des travaux, ils ont accordé leur confiance à Dona Frédéric Sagboran pour diriger le district pendant les 12 prochains mois. Nous encouragerons chaque club Lion à réaliser un gain net de 3 nouveaux Lions au sein de notre district au cours du mandat. Nous serons très regardants sur l'évolution des effectifs dans chaque club et demanderons au président et coordonnateur EME, responsable EME, une maîtrise positive des radiations. Il est prévu des récompenses pour les clubs les plus performants dans la gestion des effectifs. Le service, c'est le deuxième axe prioritaire de notre raison d'être. Nous souhaitons augmenter l'impact de nos actions sur nos populations. Le nouveau bureau compte mener des actions pour servir davantage et avec foi la communauté. Les objectifs que nous visons seront de rapprocher davantage les services des communautés, de dédier 60% des activités de service à la résolution de véritables besoins des communautés, de consacrer plus de 50% des activités de service aux causes mondiales et de soumettre à la LCIF au moins un projet d'envergure par région dans l'une des causes mondiales. En collaboration avec le ministère de l'Environnement et les ONG spécialisées dans le domaine, le district montera un projet sur l'approvisionnement en eau potable des communautés dans le besoin avec l'énergie solaire. Ce projet sera soumis à la LCF pour subvention. La formation et le leadership vont constituer également des chantiers sur lesquels le président Sagboran et son équipe travailleront. Chaque ami Lion s'engage de sa position à apporter sa contribution pour la réussite du mandat. Pour ce qui me concerne déjà et qui constitue un gros défi, c'est que le gouverneur cette année a créé beaucoup de clubs. Donc il va falloir dans les années à venir maintenir ces clubs en bon état de fonctionnement, ce qui représente un défi supplémentaire, alors même que, ayant créé un certain nombre de clubs, on ne sera pas autorisé à faire moins que lui. Vous savez, avec les nouvelles technologies, avec les crises aujourd'hui, c'est plus facile pour nous de mobiliser les gens. Donc moi, je me fais comme défi d'assurer cela, d'aller à la rencontre des membres et d'assurer leur mobilisation effective autour des idéaux du Lions Club. Et surtout, troisième défi, d'accueillir de nouveaux membres. Donc nous pouvons élargir la base, mais des membres de qualité. Au moment de passer le témoin à son successeur, le gouverneur sortant William Ray exprime sa gratitude aux amis Lions. Je voudrais vous témoigner toute ma fierté et ma satisfaction pour le chemin parcouru et pour nos divers accomplissements. Le mandat que vous m'avez confié touche à son terme. Laissez-moi vous remercier de cette marque d'amitié et de confiance à laquelle je reste très sensible
et dire ma gratitude à tous ceux qui, à mes côtés, ont partagé longtemps de lourdes responsabilités. Depuis mon accession à cette fonction de gouverneur, nous avons ensemble, vous et moi, bâti une vision partagée par tous, bâti une équipe constituée d'amis lions responsables et compétents, ce qui nous a permis de mener des actions à fort impact et de poser des actes significatifs, visibles et perceptibles, qui ont produit des résultats. Les travaux de cette 43e convention se sont déroulés sur 2 jours. En ouverture, les délégations des pays participants, le Bénin, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Gabon, le Libéria, la Guinée-Conakry ont fait une parade. Les amis lions, à la fin des 2 jours des assises, se sont séparés dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine à la 44e convention. Direction commune de Kandji, des conseillers communaux ont déposé ce vendredi 10 mai 2024 une lettre à la mairesse de Kandji pour exiger la convocation d'une session de vote de défiance. Au total, 18 conseillers sur 28 veulent destituer l'édile de 7 communes situées au nord du Bénin. Nous, collectif des conseillers communaux de la commune de Kandji, signataires de la présente correspondance venant en vertu des dispositions du règlement intérieur de la commune, du code électoral, du code de l'administration territoriale et de la charte des partis politiques, vous demandez de bien vouloir convoquer dans les délais réglementaires une session extraordinaire avec pour seul point le vote de défiance, ont indiqué les conseillers communaux dans la dite lettre. Depuis leur installation, ils n'ont cessé de faire des reproches à Zinatou Saka Osseni Alazi pour améliorer la gouvernance de la commune de Kandji, ont-ils notifié. Selon les informations, la note de défiance vise à donner une nouvelle dynamique de développement et de gestion de la commune. On poursuit cette édition au Bénin comme en Afrique, le débat sur l'obligation ou non de soumission de la femme à son époux alimente considérablement l'opinion publique et même au-delà des frontières. Une question se pose donc, que signifie réellement la soumission de la femme dans un foyer? Interrogés sur la question, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont apporté des éléments de réponse. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou et Nansérine Fatoumbi. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a créé l'homme et la femme et a donné le pouvoir de gestion à l'homme, parce que l'homme dans le foyer est le chef suprême. C'est pourquoi on dit Sunu Glegbenu. La femme dans le foyer est en tout cas la directrice de la maison, celle qui doit contrôler les choses, surveiller les choses. C'est pourquoi on dit Nyonu Kosi. Donc Dieu a donné un pouvoir à l'homme. C'est pas que la femme aussi n'a pas de pouvoir, mais l'homme a un pouvoir où c'est lui qui est, en tout cas il est au-dessus de tout dans le foyer. Vous savez, moi je suis un musulman. Et la femme doit se soumettre à son mari. Un foyer. C'est-à-dire, c'est l'homme qui donne les ordres. Voilà comment on va faire. La femme va apporter son point de vue, mais c'est à lui de convaincre madame, madame, vous savez, c'est ça là qui est bon. Donc, et dernier ressort, c'est l'homme qui décide. Et c'est ce que l'homme dit, c'est ça qu'on va travailler. Quand on me parle de soumission de la femme au foyer, moi je suis gêné. Je suis gêné. Nous voulons faire des femmes complexées,
pour que les femmes complexées donnent des enfants à éduquer complexés, la vie conjugale, c'est une addition. Je parle plutôt d'entente et non de soumission. Parce que là où il y a l'amour, il y a qu'on respecte la liberté de l'autre, il y a qu'on fasse ce qu'il faut pour que l'amour perdure. Dieu a créé ça comme ça, où la femme doit rester sous les ordres de l'homme. Mais ce n'est pas que la femme sera chosifiée ou non, c'est pas ça. Il est souvent défini comme une affection réciproque, un attachement mutuel entre deux personnes. L'amitié, c'est ce sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Une vraie relation amicale, c'est celle-là dépourvue de toute attirance physique et sexuelle. Quel est le sens réel de l'amitié aujourd'hui? À cette question, le professeur David Kofiaza a répondu. C'était au détour de l'émission matinale L'invité sur Free Matin. Il était au micro de Abdelkader Achero et Bélégaël Laïbi. De façon fondamentale, l'amitié, c'est une relation inconditionnelle qui lie deux individus et qui crée une interdépendance entre les deux dans leur comportement mauvais que dans de bons comportements. Parce que si j'ai tué quelqu'un, même si je ne peux pas le dire à mes parents, je peux le dire à mon ami. J'ai tué quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire pour que je m'en sorte? Et il va, en fait, trouver tous les voies et moyens pour que je puisse m'en sortir. Mon père m'a toujours inculqué dans la tête, il dit, la confiance est un pacte. Le simple fait que vous ayez confiance l'un à l'autre et que vous créez une interdépendance l'un vers l'autre, c'est un pacte. Donc, c'est une relation qui permet de se livrer, de se mettre à nu. Quand je dis de se mettre à nu, c'est pas de se mettre à poil, mais de dire tout sans réserve à l'autre pour qu'ensemble, on trouve une solution. Et c'est vice-versa. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est même très compliqué de trouver des réels amis. Il est conseillé de tout dire. Est-ce qu'il n'est pas préférable parfois même de garder certains secrets? Non, en matière d'amitié, il est conseillé de tout dire. Parce que si vous faites économie de vérité, que l'ami découvre. D'abord, que l'ami découvre, c'est pas très bien. Mais quand vous faites preuve de vérité, l'ami n'a pas tous les éléments d'appréciation pour vous apporter des solutions. Et quand c'est pas réciproque, c'est peut-être moi qui, à chaque fois, quand on se voit. Vous aimez plus que l'autre? Non, pas aimer, je ne parle pas. Non, ça peut, parfois, quand on se voit, par exemple, quand on se voit, par exemple, parce que j'en ai connu, hein, surtout au côté femme-femme, j'en ai connu. Moi, je suis plutôt très ouverte, et quand je suis amie, je suis loyale, en tout cas, surtout quand c'est deux personnes, une sœur, pour moi c'est comme une sœur et tout, mais j'en ai quand même connu à qui je disais tout, jusqu'à la couleur de mes dessous que je mettais par jour et tout, mais parfois j'allais découvrir des choses banales qu'elle pouvait quand même me dire, mais qu'elle ne me disait jamais, j'allais découvrir ça ailleurs. Quand c'est pas réciproque, est-ce que ce n'est pas mieux de se défaire de cette personne? Ça va être que vous avez fait un mauvais choix. Parce qu'il y a quelque chose qui va perdre de vue. Dans une relation d'amitié, je ne parle pas d'une relation amoureuse, dans une relation d'amitié, il faudrait que l'un se mette dans une posture de recevoir. C'est-à-dire que vous liez d'amitié à quelqu'un qui a une plus-value à vous apporter, qui a une valeur ajoutée à vous apporter. Si j'ai un problème... Une valeur ajoutée. Oui, qui a une valeur ajoutée. Si j'ai un souci... Ajoutée. Si j'ai un souci et que je ne suis pas en mesure de trouver la solution vers vous, vous ne pouvez pas être mon ami. Et généralement, depuis moi... ne sont pas d'accord avec vous, alors qu'on parle de valeur ajoutée. Hein. Non, c'est réel. Il ne faut pas qu'on se voit la face. C'est la vérité. En amitié comme en amour, il faudrait que l'un apporte quelque chose dans la vie de l'autre. Et c'est vice-versa. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Il faut que la femme apporte quelque chose dans la vie de l'homme. Il faut que l'homme apporte quelque chose dans la vie de la femme. D'où la valeur ajoutée. D'où la valeur ajoutée. Et quand vous prenez une relation amoureuse et que la femme n'a rien à apporter dans la vie de l'homme, ce couple va capoter.
Ça, c'est clair. Et quand l'homme n'a rien à apporter dans la vie de la femme, ça va également capoter. Donc, je disais que moi, depuis ma jeunesse, je lis toujours d'amitié aux aînés. C'est quelqu'un à qui je peux me confier sans réserve et dont je suis sûr qu'il a une partie où il a toute une solution à m'apporter. Maintenant, si vous allez lier d'amitié avec quelqu'un de votre âge, et sans expérience et sans rien, que vous avez un souci, il ne peut rien vous apporter. Donc, il ne faut pas en vouloir à l'ami. Dans un autre registre, le terme sugar daddy est un anglicisme argotique utilisé pour désigner une relation dans laquelle une personne au style de vie confortable offre la possibilité à une personne plus jeune qu'elle de partager son style de vie. Ceci passe notamment par des cadeaux, des biens matériels, des gestes significatifs ou encore de l'argent. La personne plus jeune fournit des services en nature, compagnie, voire relations sexuelles. Quelques citoyens béninois interrogés sur le sujet en parlent au micro de Quentin Amosso. Les hommes âgés n'ont plus de strength, de puissance pour la performance au lit. Donc certaines filles-là préfèrent ça. Secondo là, elles trouvent de l'argent facilement chez ces hommes-là. Donc elles sont obligées d'accepter les hommes plus âgés qu'elles. C'est ça, c'est les deux problèmes qui amènent les petites filles à sortir avec les hommes plus âgés. Moi, je ne pense pas qu'il faut comprendre ça comme ça. Il y a plusieurs catégories. Il y en a qui sortent comme ça. Il y en a qui ont vraiment l'amour. Vous savez, la femme, surtout quand elle est matérialiste, elle ne pense plus à l'arrière, sinon mais construire son amitié avec un homme responsable depuis son enfance, c'est très bon. Mais aujourd'hui, maintenant, on constate que de nos filles qui veulent sortir avec leur papa, tout ça là, c'est l'argent. C'est l'argent qui fait défaut. Or, oubliant que ça les arrière. Je pense que c'est vraiment grave, puisque ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne éducation. Surtout le monsieur qui vient en train de chercher une femme doit savoir chercher. Quel genre de femme il faut chercher. Mais celui qui est à l'âge de ton enfant, si tu fais encore le coup, c'est grave pour toi. Tu n'auras pas une bénédiction. Moi, je discute avec les hommes et certaines femmes. J'ai discuté avec un monsieur, il était déjà à la retraite depuis. Et bon, je l'ai vu avec une jeune fille. Et il a dit, et si madame te voit maintenant? Elle a dit, mais madame, même c'est que j'irai là-bas. Parce que je vais faire d'abord 6 mois ou 7 mois avant d'aller chez madame une seule fois. Ça veut dire par 1, 2 ou 3 fois. Vous entendez, hein? Donc, moi, lui, il doit aller chercher ailleurs. Et pour la financer. Qu'est-ce qu'elles vont trouver dedans? C'est que la facilité de gagner de l'argent vite, ce que tu veux là, le monsieur va te faire ça rapidement. Or, avec les jeunes maintenant, non, les jeunes vont se coucher avec toi n'importe comment et tu n'auras rien. Mais avec les vieux là, tu as de l'argent, c'est ça, c'est tout. Je voudrais parler à la jeunesse et surtout aux vieux là, qui aiment sortir avec les petites filles là, de cesser ça. Si tu as ta femme à la maison, il faut savoir prendre soin d'elle. Mais aller courtiser les petites filles dans les rues là, c'est pas bon. Parce que ce que tu fais va te faire. Tu fais ça là, on va faire ça à ta fille aussi. C'est ça. Aux petites filles maintenant, de cesser de faire ça. C'est pas bon. Tu sors avec ton papa là, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. C'est Gbessoudou quoi. Tu es en train de Gbessou quoi. Chez les femmes, ménopause, c'est 40 ans. Alors que l'homme, lui, va attendre 80. Avant, quand tu dois être toujours en érection jusqu'à 79 ans, l'homme. Sauf si tu as une maladie. Jusqu'à 79 ans. Donc, c'est à partir de 80 que ça diminue. Alors que la femme, c'est à partir de 40 ans. C'est pourquoi vous avez vu les gens, ils prennent, arriver à un certain moment, ils se marient, c'est comme ça. Donc, sur ce point, c'est de plusieurs ordres. Et puis on parle spiritualité à présent. Dans la tradition africaine, la réincarnation est admise à l'âme.
d'un individu ayant bien vécu sur la terre revient s'incarner dans un nouveau corps, celui d'un nouveau-né de la famille. Un phénomène dénommé Djoto qui se traduit par l'être spirituel ayant présidé à la naissance. Ainsi, chaque enfant qui naît possède un Djoto, c'est-à-dire un esprit ou des forces spirituelles qui veillent à sa naissance. Qu'est-ce que réellement le Djoto et quelles sont les procédures qui lui sont appropriées? À cette question, le professeur et prêtre de FA, David Kofiaza, apporte des clarifications. Il s'exprime au micro de Abdelkader Achiro. Le Djoto est au fait un système par lequel on identifie quelqu'un qui influence un nouveau-né. Ce n'est pas une incarnation, ce n'est pas une réincarnation. Le Djoto n'a rien à voir avec une réincarnation. La réincarnation, c'est le retour d'une même âme dans un corps différent. Mais le Djoto, c'est le retour d'un esprit dans un corps différent. Esprit. Oui, parce que l'homme est tridimensionnel. Il y a le corps physique, il y a l'âme-personnalité et il y a l'esprit de l'individu. L'esprit, en d'autres termes, le corps, ça on connaît. Le corps, c'est le physique. L'âme, c'est quoi? L'âme-personnalité, c'est un autre corps qui est directement relié à l'anima mundi, qu'on appelle l'âme du monde, dont la région démiurgique est le soleil. L'esprit, c'est un autre corps qui ne dépasse pas notre sphère terrestre, dont la région démiurgique est la lune. Et l'esprit est lié à Spiritus Mundi, qui est l'esprit du monde. Est-il nécessaire? Oui, allez-y. Donc, à ce niveau-là, quand quelqu'un décède, son âme retourne directement au soleil. C'est pour ça qu'il n'y a aucun rituel qu'on fait à l'âme personnalité. Rien ne touche à la personnalité. Aucune spiritualité ne touche à la personnalité. D'abord, la spiritualité, c'est l'étude de l'esprit. C'est ce que ça veut dire, la spiritualité. On n'étudie pas l'âme personnalité, parce que l'âme personnalité est reliée directement à Dieu. Donc, quand quelqu'un décède, ça dépend de l'entendement humain. Ça dépend de l'entendement humain. Donc, quand quelqu'un décède, l'âme retourne directement au soleil. Mais l'esprit reste sur la terre. Et cet esprit-là peut se démultiplier à l'infini. Ce qui fait que dans une même famille, un même individu peut être le Djoto de 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50, 100 personnes. Comment ça c'est possible? C'est possible parce que quand quelqu'un décède et que la personne a utilisé ce téléphone-là, son esprit est sur le téléphone. S'il a utilisé une bague, vous prenez la bague, vous avez son esprit avec vous. Vous prenez son habit, l'esprit se démultiplie à l'infini. D'accord. De façon fractale, que l'esprit se multiplie. Donc, le Djoto, c'est quoi? C'est-à-dire que ces défunts-là, comme ils ne quittent pas la sphère terrestre, s'ils sont canonisés au niveau de la famille, ils sont vitalisés, ils restent et ils peuvent être à n'importe quel endroit de la planète ou de la Lune. C'est les deux endroits qui fréquentent, soit la Terre, soit la Lune. Donc, il peut être à n'importe quel endroit de ces deux endroits-là à la fois et à tout moment. Donc, quand quelqu'un veut naître dans la famille, il peut choisir délibérément d'assister la maman jusqu'à l'accouchement. Donc, il assiste la maman depuis la gestation, du début de la gestation jusqu'à la délivrance. Lors de la délivrance, il assiste la maman à ce que l'enfant se porte bien. Mais quand l'esprit touche un corps comme ça, l'esprit est imbibé du corps. C'est-à-dire que c'est comme une éponge qu'on plonge dans l'eau. L'éponge et l'eau forment un seul corps à peu près. Donc, l'esprit influence le nouveau-né. Et ces influences-là vont se retrouver dans ses comportements. Ce qui fait que quand on fait le Djoto à un individu, c'est pour savoir quel est ce défunt-là qui a influencé cet individu. Et on va commencer par remarquer les habitudes positives et négatives du défunt dans la vie de l'enfant. Est-ce que tout humain a un Djoto? Tout humain a un Djoto. Le Djoto peut être un défunt, comme peut être une énergie apprivoisée ou même une énergie dirigeable. Et c'est quoi la nécessité? En d'autres termes, si vous permettez, Billy, quand on parle d'énergie apprivoisée, d'énergie dirigeable. L'énergie apprivoisée, c'est les vaudous. L'énergie dirigeable, c'est les beaux. Parce que beau peut être le Djoto de quelqu'un. Et on les appelle bojo. Beau, c'est en quelque sorte, en d'autres termes, pour permettre à nos amis internautes de mieux comprendre ce que vous dites en réalité. Le beau, c'est toute connaissance qui... Ça peut être un talisman. Ça peut être un talisman, ça peut être un paix, un bon, une calebasse, et tout ça. Donc, voilà, beau peut être le Djoto de quelqu'un, comme le vaudou, comme le fa également dans la catégorie des vaudous. Le fa est une énergie apprivoisée, à cause du poly. Donc, quand on le fait, le fa peut être le Djoto de quelqu'un, là, on l'appelle fa job.
Hors de nos frontières au Tchad, le président de la transition Mahamat Idriss Déby Itno a été annoncé vainqueur du scrutin dès le premier tour dans la soirée du jeudi 9 mai 2024. Un résultat que conteste le Premier ministre et ses alliés. Selon les résultats, Mahamat Idriss Déby a recueilli 61,03% des voix. En contestation des résultats, apprend RFI, Sitak Yombatina Béni, représentant du Premier ministre, parle de mascarade et de braquage. Avant l'annonce de ces résultats provisoires, le Premier ministre Success Masra a affirmé jeudi avoir remporté la victoire au premier tour de la présidentielle du lundi 6 mai dernier. Il a relevé que la compilation des résultats par son propre camp consacre la victoire au premier tour, celle du changement sur le statu quo, dans un discours diffusé sur sa page Facebook. La victoire est éclatante et sans tache, a-t-il clamé. Il appelle le peuple tchadien à de manifestations pacifiques pour réclamer la vérité des urnes. Il a même appelé à la publication des témoignages sur ce que les populations ont vu lors du déroulement du scrutin, notamment des photos et vidéos prises. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bonne soirée sur EZAE TV.